Et à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, c'est un jour assez spécial parce que c'est la Journée internationale de la Terre. Donc, Adrien Copro, qui est le lead co-events lead du pôle communauté de Volt France, et Perrine Richard, qui est une adepte de la démarche zéro déchet, vont nous parler d'écologie aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, de plus en plus de personnes se mobilisent pour montrer leur désaccord face à un gouvernement français peu ambitieux quant à son action face au réchauffement climatique. Donc, en attendant que les choses changent au niveau gouvernemental et institutionnel, nous pouvons agir à notre échelle. Donc, c'est pourquoi Volt, qui est un mouvement écologiste, a décidé d'organiser cet événement consacré à la démarche zéro déchet. Donc, il faut savoir que Volt a été créé en 2017 par un Italien, un Allemand et une Française. Donc, il a été créé face aux événements survenus lors des dernières années, notamment la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ainsi que la montée des partis d'extrême droite en Europe, comme le Rassemblement national en France, l'AfD en Allemagne ou encore la Ligue en Italie. Donc, l'objectif de Volt est de s'allier pour trouver des solutions collectives pour les Européens et Européennes, et en cela de lutter contre ce démembrement progressif d'une union culturelle, sociale et politique, c'est-à-dire l'Union européenne. Donc actuellement, Volt est présent dans plus de 29 pays et compte un élu au Parlement européen, ainsi que des représentants dans plusieurs parlements nationaux et régionaux, notamment aux Pays-Bas, en Bulgarie et en Allemagne. Et donc cette année, nous présentons pour les élections régionales en France, notamment dans différentes régions comme la Bretagne, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Et pour vous dire un petit peu de quoi il s'agit dans Volt, donc nous, on est le premier parti pan-européen et on propose d'avoir un vrai programme pour toute l'Europe qu'on a établi ensemble avec nos collègues dans d'autres pays de l'Europe. Une approche sur laquelle on s'appuie beaucoup, c'est celle des best practices ou des meilleures pratiques. En gros, l'intuition derrière cette idée, c'est que ce qui marche dans un pays pourrait très bien marcher dans un autre aussi. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est au niveau européen, de s'échanger un maximum avec nos collègues dans les autres pays pour avoir des exemples et pouvoir se baser sur des exemples de politiques qui fonctionnent déjà ailleurs pour résoudre nos problèmes qu'au final, on partage tous. Parmi nos objectifs à long terme, on aimerait trouver des solutions pour le climat, la migration et la sécurité, mais aussi pour une nouvelle approche de l'économie, une égalité des chances dans les domaines des soins, de l'éducation et du travail. Ensuite, on voudrait aussi moderniser nos gouvernements et très important pour nous aussi, permettre aux citoyens de participer à tous les niveaux, donc au niveau local jusqu'au niveau européen, pour ensemble construire l'Union européenne du XXIe siècle qui nous permettra vraiment d'affronter les défis à qui on fait tous face et qu'on pense qu'on ne pourra pas changer ou affronter chacun dans son coin, mais il faut travailler ensemble et pour cela, il faut aussi donner à l'Union européenne les moyens pour y faire face. Donc, en termes de l'écologie et du climat, ce qui est le sujet bien sûr aujourd'hui avec la Journée internationale de la Terre, on a des propositions pour une transformation verte de l'Europe parce qu'on pense que l'évolution vers un monde durable et plus responsable, ça a commencé, certes, mais ça doit être plus rapide et plus ambitieux. Et donc, on propose des mesures au niveau local, européen et mondial. Et parmi ceux-là sont l'augmentation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a un concept de tarification du carbone, la transition énergétique dans le système électrique européen, une révolution des transports vers des modes de transport plus écologiques, des bâtiments et de la construction durable, une agriculture et utilisation des terres durables pour une capture aussi naturelle du carbone et des stratégies d'adaptation au changement climatique
Et enfin, des politiques, des budgets et de la gouvernance pour une transition équitable. Donc ça, c'était juste pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'on est. Et maintenant, je vais donner la parole à Adrien et Perrine qui vont donc nous parler aujourd'hui de la démarche zéro déchet. Merci beaucoup et bienvenue. Super. Merci beaucoup Anouk, merci beaucoup Julia. Je vais donc me présenter. Alors, est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Du coup, alors pendant cette mini, alors en fait, cette conférence zéro déchet va être axée sur l'expérience, un retour d'expérience que Perrine et moi avons eu ensemble au cours des dernières années. Et il y aura des moments d'interaction pendant la conférence. Donc c'est pas vraiment une conférence. On va partager les meilleures pratiques, comme on a dit avant au niveau européen. Du coup, si j'ai bien compris, Julia et Anouk s'occupent aussi de regarder les levées de main ainsi que le chat. Donc n'hésitez pas à réagir dans le chat et à lever les petites mains pour si vous voulez parler. Elles vous laisseront la parole du coup dans l'ordre d'arrivée dans le moment où il y aura les interactions. Ouais. Alors du coup pour expliquer un petit peu ce qu'on définit comme zéro déchet, on parle de zéro déchet avant tout en parlant de tout ce qui n'est pas recyclable. Donc quand on parle donc quand on parle de recyclable, il y a certaines communes, certaines villes où où vous pouvez dans la poubelle jaune, le bac bleu, enfin, peu importe le protocole en place, dans la poubelle de recyclage, vous pouvez mettre des fois le verre, le carton, le papier. Jusque-là, tout ça va bien. Mais à partir du moment où dans la ville, on vous dit, vous pouvez mettre aussi les papiers d'emballage, le plastique, les pots de yaourt, tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, en fait, n'est pas recyclé. Ça va au lieu de recyclage, mais aujourd'hui on le recycle pas. Il y a que quelques rares plastiques qu'on recycle, notamment le PET, donc c'est ce qui est fait à partir de ce que vous avez dans les bouteilles en plastique, et également quelques petits objets très spécifiques comme les bouchons de bouteilles ou les choses comme ça. Mais quand vous mettez dans le tout venant, dans la poubelle de recyclage, le les pots de yaourt ou des choses comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mairies, les agglomérations même, ont mis en place des centres de tri qui peuvent trier les déchets non recyclables. Mais en fait, tout ce qui est en, en trop est jeté, brûlé, principalement en France. Alors, je vais peut-être laisser aussi parler un peu Perrine. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Sur cette slide. Ouais. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, oui. Ok. Du coup, je me présente. Bonjour pour ceux que je ne connais pas. Je suis la compagne d'Adrien. Et pour ceux que je connais, puisque j'en ai rencontré quelques-uns lors de cette belle campagne, la dernière campagne européenne. Pourquoi on vous parle aussi du zéro déchet? Je pense que vous êtes tous en Volt, donc vous savez très bien que les petits gestes humains ne suffiront pas et qu'il faut faire mettre une pression plus générale, mais c'est un aller-retour. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que même si c'est insuffisant et très loin du compte, l'impact de notre consommation récemment a bien montré ça, puisque déjà en 2019, il faudrait regarder en 2020, ce sera encore plus intéressant, mais on a baissé le volume de consommation et on a gardé le prix. Donc ça veut dire que pour ça, au niveau des entreprises, ça leur a bien montré un premier indicatif que oui, il va falloir changer.
Et oui, une partie, en tout cas, des citoyens sont prêts à le faire. Et l'INSEE montre aussi que la publicité a pas mal changé depuis, je sais pas, quelques années et c'est la qualité qui commence à primer. On le retrouve d'ailleurs sur des grandes chaînes maintenant, même à TF1, j'étais très étonnée. Et donc ça, c'est, en fait, c'est être le premier pas qui, engage le changement. C'est-à-dire, ça sera insuffisant, on est d'accord, mais c'est ce vers quoi on espère, tendre. Et une fois de plus, là, on va vous présenter notre parcours, notre retour d'expérience. Il y a plein de manières de le faire, il y a plein de manières de l'aborder. Personne n'est parfait et donc c'est pour ça aussi qu'on espère, discuter autour du sujet, échanger des bonnes idées et il y a pas de jugement à ce sujet-là parce qu'on a bien conscience que, on n'est pas les seuls responsables de la situation actuelle. Vas-y Adrien. Alors du coup, on a, afin de faciliter un petit peu la lisibilité du zéro déchet, qui est une pratique qui est un engagement qui se fait progressivement et sur plein de domaines différents. On a catégorisé un petit peu les différentes parties et on a créé en fait des niveaux. Donc vous avez le premier niveau qui nous paraissent être l'étape relativement la plus simple. Et en fait, progressivement, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, vous pouvez vous amuser à essayer de voir à quel niveau vous êtes, graines, pousses, arbres, forêt. Et on va tout de suite commencer avec le côté poubelle. Donc ça, c'est la première étape quand on fait du zéro déchet. Comme on l'a dit juste avant, la plupart tout ce qui est plastique n'est pas recyclable. Donc, en fait, ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est mettre ce qui est recyclable à la poubelle de recyclable. Et ensuite, l'étape d'après, c'est de sortir tout ce qui est compostable, tous les déchets organiques de cette poubelle et du tout venant, et de commencer par faire un compost. Alors, si vous avez la chance d'habiter dans une maison, vous pouvez effectivement faire un compost dans votre jardin. Si vous avez une copropriété ou une organisation de voisinage qui a un compost, eh ben, il faut se rapprocher de ces personnes-là. Et si, comme Perrine et moi, quand on était étudiants à Paris, vous avez ni la place ni l'endroit où aller, eh ben, vous pouvez récupérer des petits pots, enfin des gros pots de crème ou de yaourt dans des cantines, qui vous permet en fait de mettre vos déchets organiques le temps de pouvoir aller le déposer autre part. Une technique qui marche aussi, c'est de le mettre dans le congélo. Voilà, donc dans un sac dans le congélo. Et puis quand vous avez trouvé un endroit, vous pouvez aller le déposer. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez, alors là je donne sur les marchés, souvent, si vous demandez, il y a des poubelles ou des endroits spéciaux avec où les maraîchers mettent leurs fruits et les légumes abîmés et qui sera ensuite utilisé pour faire un compost dans leur ferme. Voilà. Donc n'hésitez pas. En fait, il faut commencer par aller chercher l'information là où elle se trouve. Une fois que vous avez sorti vos déchets organiques de la poubelle et que vous faites le recyclable, ce qui vous reste dans votre poubelle, c'est principalement du plastique. Et il faut alors commencer une démarche de compréhension de quels sont vos déchets. Donc après, une fois qu'on connaît les déchets, donc on va en parler plus loin, mais vous allez forcément voir des déchets qui reviennent plus souvent, des sacs plastiques, des choses comme ça, ou des déchets qui sont plus compliqués à enlever, comme des cosmétiques ou pour des produits ménagers. Donc on va en parler juste après. Mais du coup, l'étape d'après, c'est de modifier ces déchets, ces achats, et de réduire les déchets à fort impact carbone. Alors après, quand on a vraiment
le temps et l'engagement, on peut commencer à cultiver son potager, son compost et ou produire son propre gaz. Alors, on va passer sur la question de la nourriture, le plus gros thème et peut-être le plus compliqué à aborder. La première étape, elle est au final, je pense que vous y êtes sûrement tous, c'est refuser un emballage qui vous paraît superflu. Par exemple, quand on vous tend un sac plastique pour un produit que vous pouvez porter vous-même à la main et acheter une gourde pour s'éviter des bouteilles d'eau. Ça, je pense que c'est assez commun. Et puis après, il y a plusieurs types d'aliments sur lesquels le but, c'est de trouver une solution. Donc, les premiers aliments auxquels on va penser, les plus simples, c'est les fruits et légumes. C'est ce que vous avez en bas à gauche. C'est prendre ces sachets avec soi, réutiliser les sachets papier que vous trouvez, dans les magasins déjà. Après, vous avez tous les produits secs, on va dire, céréales, pâtes en particulier, hem, qui vont donc on connaît beaucoup le vrac, c'est assez courant. On reviendra après sur la question du prix, pour expliquer, ce qu'on en pense et du coup, là pareil, sac ou pour récupérer, sur le bon coin, ça marche extrêmement bien et puis il y a tout ce qui va être produits frais. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, viande, fromage, poisson, j'en passe. C'est, souvent ce qui est le plus emballé puisque l'objectif des marques, c'est de le conserver le plus longtemps possible et donc c'est là où il faut acheter à la coupe et penser à ramener ses Tupperware. Il y a pas mal de collectifs maintenant, Ramenons nos bocaux, qui est connu par exemple, qui, mettent, en partage différentes, entreprises ou le meilleur marché qui acceptent ce type de démarche et sinon, il faut souvent pas hésiter à demander parce qu'ils sont souvent assez timides. Il faut savoir qu'en 2020, début 2020, la loi est passée comme quoi il était obligatoire auprès de tout type de commerçant d'accepter, vos contenants à condition qu'ils soient propres et ils peuvent, s'ils ont peur, vous demander de signer une décharge comme quoi vous ne pourriez pas les attaquer en justice en cas de problème. Mais il faut vraiment les rassurer en disant que cette loi les couvre et que c'est vous qui prenez le risque et que vous êtes pas, qu'ils vont pas être, peuvent pas être poursuivis. Donc ça, il faut le comprendre légalement et même si cette loi a été passée avant le Covid, il faut savoir que le décret d'application a été défini suite au Covid et donc il y a des choses qui peuvent être mises en place avec le Covid. C'est pas toujours facile à expliquer dans une grande surface. Par contre, chez un plus petit commerçant ou même dans les Biocoop, bah, ils ont tout simplement un plateau sur lequel on pose le Tupperware. Ils le remplissent sans le toucher et c'est vous-même qui remettez le couvercle. Donc ça, c'est la loi et si vous voulez, vous avez la loi maintenant de votre côté. C'est un grand pas quand même. Et puis après, au-delà de tout ça, même si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter, à la coupe, parce que c'est souvent un peu plus cher et tout ça, vous pouvez commencer par cuisiner un peu plus. Plus vous allez partir de produits bruts, plus, vous allez réduire vos déchets parce que tout simplement tout produit déjà préparé est souvent emballé parce qu'il faut le conserver. Donc personnellement, moi j'avais beaucoup de pots de yaourt dans la poubelle, donc le premier truc que j'ai fait, c'est acheter une yaourtière et voilà maintenant, ben, je fais mes gâteaux yaourt et autres, parce que, c'était le premier emballage que j'avais. Hem Et donc petit à petit, à réussir à remplacer des produits préparés, vous les couperez jamais tout le temps. Vous aurez toujours envie de temps en temps un truc qui se trouve, difficilement autrement, mais apprendre des recettes simples et faciles. Donc si vous voulez, on va pouvoir en discuter après, à ce sujet-là. Et donc comme je dis dans l'étape d'après, ça va être manger moins de viande. Donc pareil, si vous voulez en revenir dessus, je pense que peut-être c'est un discours que vous connaissez déjà, mais bah, forcément d'un point de vue, écologique, l'impact carbone de la viande est extrêmement élevé, comme tout enfin voilà et puis, comme c'est cher, ça vous permet aussi de faire des économies pour acheter en vrac. Personnellement, nous, c'est ce qui nous a permis aussi de ne pas changer notre budget alimentation tout en passant des courses à Carrefour aux courses sociaux au marché. Heu et puis aussi, ça permet de découvrir des recettes simples qui ne demandent pas forcément beaucoup de préparation ou de réflexion sur la préservation aussi des aliments, donc on gâche moins. Après, si vous avez la possibilité, bah, favoriser les producteurs, donc on peut commencer par le marché, ça c'est accessible un peu partout en France et le bio. Mais enfin, plutôt que de pour moi, l'important, c'est plutôt que d'aborder le truc en mode, on fait tout 100 bio, c'est d'abord commencer à reprendre, en question de qu'est-ce qu'on achète qu'on pourrait remplacer, en fait. Et puis si vous avez vraiment, la houlée à la totale, bah, forcément, c'est cultiver ses fruits et légumes, avoir ses propres poules et essayer d'avoir vraiment tout en alliance locale ou en commerce équitable.
c'est un énorme travail sur le long terme et c'est très difficile à faire. Donc, vraiment, il faut y aller par étapes. Je suppose que là, ce serait bien que vous donniez vos idées. On a mis quelques trucs en haut quelques images pour illustrer, mais peut-être que plein de personnes ont d'autres petites stratégies. Donc, je vous propose, si jamais c'est le cas, soit de le mettre en commentaire, soit de lever la main. Alors voilà, donc là on arrive déjà à une première étape. Donc là on va faire un petit temps d'échange d'une dizaine de minutes. Donc n'hésitez pas à lever la main sur Google Meet et Julia et Anouk se chargeront de vous donner l'ordre qui parle. Voilà. Est-ce que vous avez déjà commencé une démarche de réduction de déchets et avez-vous des petits conseils à nous donner sur la question des poubelles et de la nourriture? Alors, Annette, Oui, je viens juste de mon jardin et j'ai construit un composteur avec des palettes. Pas mal. Et moi, je suis un peu déçue parce qu'à cause du sac jaune, parce que quoi de faire maintenant? Parce que j'ai quand même je fais bien le tri de déchets. Et moi, j'ai eu l'impression que c'est quand même recyclé, mais choses que je mets dans le sac jaune. Et quoi maintenant, je trouve que c'est quand même décourageant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vraiment je sais pas si c'est volontaire ou pas de la part des mairies qui ont d'avoir mal informé là-dessus. En fait, le problème de ce sac jaune, par exemple dans votre cas, c'est que tout le monde ne le respectait pas. Et du coup, les centres de tri ont dû mettre en place des processus, des machines qui permettent de trier ce qui n'est pas recyclable. Et c'est des investissements qui sont tellement grands que souvent c'est plusieurs communes, voire limite une région qui s'endette pour faire ce genre de choses. C'est vraiment un hangar très très grand. Je vous invite à regarder sur internet ce genre de machine. C'est vraiment très impressionnant. Et en fait, du coup, à partir du moment où cet investissement a été fait, il y a plus de logique à ne pas laisser les gens faire un peu ce qu'ils veulent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, quand qu'il n'y avait pas cette possibilité-là de pouvoir trier les déchets non recyclables qui sont dans la poubelle de recyclable, c'est toute la poubelle qui était jetée. Par exemple, si vous avez une poubelle alors il y a alors prenons un exemple, si vous avez une poubelle de l'immeuble et où vous devez mettre que des choses recyclables. S'il y a une personne qui s'amuse à mettre des trucs non recyclables dans votre poubelle de groupe, les personnes, quand ils vont vérifier au centre de tri, elles vont vérifier que c'est bien trié. Si elles constatent qu'il y a un pot de yaourt ou un truc qui n'est pas recyclé, toute cette poubelle était jetée, était brûlée. Voilà. Donc en fait, il y a une amélioration dans le sens que maintenant, c'est pas parce qu'il y a un pot de yaourt que le reste ne sera pas recyclé. Par contre, c'est vrai que on a l'impression que parce que on peut le mettre dans le poubelle de recyclage, c'est recyclé, alors que non. Voilà. Pour donner des statistiques, on a quand même 26% au global en France des poubelles qui sont recyclées, de tous les déchets. Sur les taux de recyclage à terre des poubelles jeunes, en fait, ça varie beaucoup d'une commune à l'autre parce que ça demande de ce qu'ils font des plastiques difficiles. On va dire les plastiques solides sont assez faciles et le PET sont faciles à recycler. Mais une fois que vous sortez du PP et du PET, c'est une galère. Donc tout ça, ça va comprendre les barquettes souples dessous, tous les sachets très fins. Et ça, c'est vraiment très compliqué à valoriser et ça coûte beaucoup plus cher. Donc après, ça dépend des communes s'ils ont la capacité ou pas de le faire. Par contre, il faut quand même se rassurer, il y a 2 emballages qui sont quand même importants à recycler et qui sont très souvent recyclés, c'est quand même le carton. On peut même aller jusqu'aujourd'hui, je parlais avec un imprimeur pour mon école, rien à voir avec le zéro déchet, mais qui expliquait qu'il manquait
de papier d'origine pour faire du papier recyclé. Aujourd'hui, ils en manquent parce qu'en fait, ils ont tellement l'habitude de le faire que donc tout ce qui va être carton est quand même assez bien recyclé. Et puis après, les Tetra Pak, ça reste, si vous regardez l'analyse du cycle de vie, donc le travail de l'ADEME en France, c'est l'emballage qui a l'impact carbone le plus faible par sa fabrication et le plus facile à recycler parce qu'il est très facile de séparer la très fine couche de plastique du carton. Et ça, c'est vraiment, si vous pouvez déjà remplacer des bouteilles plastiques par du Tetra Pak, que ce soit pour le lait, pour les jus de fruits ou autre, c'est déjà un pas en fait. Donc c'est pas tout rose, mais c'est déjà ça. Et j'ajouterais qu'il vaut mieux valoriser le Tetra Pak que le verre, étant donné que le verre est certes recyclé, mais il est très énergivore. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient donner leur vue aux questions? Arthur, vas-y. Bonjour, oui, moi déjà je suis végétarien depuis un moment et là je me suis posé quelques questions du coup. Est-ce que vous avez dit d'abord, est-ce que ce serait possible de passer une loi pour obliger, enfin pour inciter à utiliser du plastique plus facilement recyclable en général? Est-ce que ça a déjà été réfléchi ou est-ce qu'il y a des plastiques qui ont certaines utilités et que d'autres n'ont pas? Alors, je me permets de répondre là-dessus, étant donné que j'ai travaillé un petit peu sur les différents plastiques. Sans rentrer dans les détails, il y a 8 types de plastiques aujourd'hui dans le monde, et le 8e s'appelle autre. Donc, la plupart des plastiques sont soit du PET, donc ce que vous avez sur les plastiques, les bouteilles en plastique, soit du PP, ce qui est principalement utilisé dans quasiment tout ce qui est plastique, et c'est où il y a le PETG aussi, PET et PETG qui sont les deux principaux. Le PETG, c'est ce que vous avez par exemple pour les bouteilles, les embouts de bouteilles, de bouchons de bouteilles. Le problème avec le plastique, c'est que c'est recyclable à condition que les ressources soient uniformes et pures à la source que vous les prenez. Je donne un exemple. Si vous êtes dans une usine qui coupe des cylindres de plastique et que ces cylindres sont tous faits de la même matière plastique, il est très simple de les récupérer, de les refaire fondre et de les utiliser autrement. Par contre, si vous mélangez tous les types de plastique et que vous les mettez dans une poubelle et que on doit essayer de retrouver qu'est-ce qui est quoi, ça c'est pas possible. Ça existe, enfin on n'arrive pas à le faire aujourd'hui. Et ce que j'ai pu voir sur le recyclage du plastique est quand même très limité. C'est souvent de la réutilisation. Donc on va par exemple faire des gouttières, on va faire des sous-produits qui vont être réutilisés mais pas recyclés. Et même les bouteilles en plastique par exemple qui sont recyclées ne peuvent être recyclées qu'un certain nombre de fois, et à chaque fois il faut rajouter de la matière première, donc du pétrole, pour pouvoir déclencher, pour pouvoir refaire recycler. Et sur la question des bioplastiques, parce que c'était un peu le centre de la question, il faut savoir que les bioplastiques sont mieux, mais ils remplacent souvent des plastiques qui sont pas forcément très utiles. Par exemple, les sacs en plastique, qui sont en bioplastique, ou de pas prendre de sac, ou le prendre en papier craft. La différence, bon, voilà. Après, il y a des endroits où le plastique restera toujours indispensable. Je pense notamment à tout ce qui est médical. Et le but du zéro déchet, ce n'est pas de dire qu'il faut abolir le plastique totalement. C'est simplement de dire que il faut limiter notre impact individuel collectivement pour encourager les entreprises à aller vers plus de sobriété au niveau du plastique. Je me permets juste de compléter sur la loi. Je sais que ça a été tenté dans certains pays. C'est apparemment assez difficile en Europe, en tout cas, de le mettre en place. Étonnamment, il y a des, enfin pas si étonnamment que ça, en fait. Il y a des pays beaucoup plus contraignants sur la question du plastique, comme le Costa Rica, voire le Mexique. Enfin, certaines villes du Mexique, hein, prenons ce qu'il y en est, mais parce que ils étaient peut-être moins habitués à avoir du plastique partout avant, et donc eux sont souvent en avance en fait sur nous, sur les interdictions.
Et du coup, je crois que Mexico a interdit une grande partie à l'exception du bioplastique. Sur la question du bioplastique, il y a une super émission de Xenius d'Arte qui est sortie il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus, et qui explique que en fait, il faut composter beaucoup plus longtemps. Donc aujourd'hui, les composteurs qui sont industriels ou personnels souvent sont incapables de le faire. Mais en fait, il faudrait le mettre en place, ce qui demande quand même beaucoup d'infrastructures. Il faut Voilà. monter beaucoup plus haut en température pour composter un bioplastique, comme du PLA. On va peut-être prendre une dernière question. J'ai vu que c'était à nous qui avait levé la main. Et après, on va continuer la présentation. Oui, moi j'avais une petite question par rapport au verre. Parce que je connais vachement comment ça se passe en Allemagne, le fait que voilà, le verre soit consigné, tout ça. Et du coup, c'est un peu. Du coup, j'aimerais bien savoir si en fait c'est vraiment une bonne chose au niveau écologique, parce que du coup, ça demande quand même voilà, de laver le verre, tout ça. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que c'est toujours mieux que le plastique, c'est sûr, mais du coup, voilà, c'est un peu ça ma question. Et où ça en est en France? Est-ce que vous savez si voilà, c'est en cours de discussion, tout ça? Alors, je vais répondre rapidement. Alors, je me suis pas... Perrine, si tu veux, Adrien, je me suis pas mal renseignée en lisant l'ADEME. eh ben, vas-y. Et du coup, donc l'ADEME a fait un très beau travail d'analyse de cycle de vie. Donc en comparant Tetra Pak, plastique PET, verre à usage unique et verre réutilisé 20 fois. Donc consigne en fait. Ce qui est montré, c'est que si le verre est bien re-rempli en France, ce qui est au final quand même souvent le cas, hein, on a beau dire des produits étrangers, rappelons quand même que Coca et autres, ils embouteillent en France. Hein. Ils ramènent de la poudre, ils prennent de l'eau et ils embouteillent en France. Ils s'amusent pas à transporter des palettes sur 5000 bornes, quoi. Ils transportent la poudre. Et ben, dans ce cas-là, ils disent que clairement, l'intérêt d'un point de vue carbone entre Tetra Pak et verre consigné, c'est comparable. Par contre, en termes d'eau, on y gagne quand même, contrairement à ce qu'on pense, qu'on oublie quand même, c'est que en fait, on utilise 1 litre d'eau pour faire 100 grammes de plastique. Ça va quand même assez vite, 100 grammes de plastique. Donc, le plastique utilise de l'eau, en fait. Voilà, on le voit pas. Mais donc, par rapport au fait de le laver, l'intérêt est certain. Après, oui, faire ramener des bouteilles, en soi, si vous avez des bouteilles consignées, j'en sais rien, de vin qui partent à l'export et qui reviennent, voilà, on est un peu dans le non-sens. Alors, Et pour la consigne en France, malheureusement, c'est extrêmement difficile de le mettre en place. C'est que des initiatives extrêmement locales, c'est quelques entreprises, donc pas de gestion de collecte à grande échelle. alors, par contre, effectivement, de toute façon, quand le verre est recyclé, il est d'abord lavé. Donc, au final, on a le même problème que quand on le consigne. Et effectivement, en Allemagne, c'est quelque chose de très courant. C'est des choses qui sont mises en place au niveau des pouvoirs publics. Et c'est notamment une des propositions de Volt d'adopter cette meilleure pratique de nos amis allemands, mais aussi belges et il me semble dans d'autres pays aussi. Et c'est donc dans le programme de Volt. Voilà. On va continuer du coup la présentation sur le thème des produits ménagers. Donc là, c'est moi qui présente et après, ce sera de nouveau Perrine. Alors du coup, sur la terme des produits ménagers, on commence à aborder un sujet qui est plus complexe. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait des poubelles, on parlait de la nourriture. Ce sont des choses qu'on peut facilement mettre en place et vous pouvez avoir quelque chose un résultat très positif très rapidement. Pour vous donner un ordre d'exemple, nous quand on a commencé, avant de commencer la démarche zéro déchet, donc on n'est jamais à zéro déchet, hein. On tend vers le zéro déchet, précision. Donc nous quand on avait commencé, on avait une grande poubelle toutes les semaines. Quand on a sorti le compost et qu'on a commencé à réduire, à faire des yaourts et des choses comme ça, on s'est retrouvé à une poubelle toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, on est à une petite poubelle de salle de bain tous les mois. Donc en fait, on a diminué par 8 nos déchets en quelques étapes. Voilà. Donc là, l'étape après, on arrive un peu sur
sur les produits en fait qui sont moins souvent dans notre poubelle, mais quand ils y sont, bah on les voit bien. Je parle notamment de tout ce qui est lessive, tout ce qui est produits de, de savon, enfin en gros tout ce qui est ménager. On parlera de tout ce qui est cosmétique après. Donc le premier truc à faire, ben c'est en fait de se débarrasser de tout ce qui est en trop. C'est peut-être bizarre de dire ça quand on parle de zéro déchet, mais en fait, des fois, le mieux, c'est de commencer par faire le ménage. Donc, de virer tous les produits qui servent à rien, voilà. Peut-être garder les contenants, par exemple pour les vitres ou les choses comme ça. Et en fait, il faut bien se rendre compte de l'impact que ça a et les alternatives possibles. Donc, par exemple, pour faire le ménage, quelque chose qui marche très bien, c'est le vinaigre avec du bicarbonate de soude et du savon. Voilà, ça fera le même effet que que tous les produits qu'on essaie de vous vendre et ça sentira bon si vous mettez des épluchures d'orange dans votre solution. Voilà. Pas besoin de mettre des huiles essentielles, hein, ce sera cher pour pas grand-chose. Une autre chose qui est possible, c'est d'aller dans des boutiques de vrac, comme alors on l'a pas trop cité pour la nourriture, mais c'est très utilisé pour remplir les bocaux de produits en vrac, Biocoop, voilà. Donc dans Biocoop, vous pouvez avoir des liquides en vrac, donc la lessive, le produit vaisselle. Voilà. Et puis après, voilà, gardez les contenants et vous pouvez ensuite fabriquer vos propres produits et surtout les remplacer un par un. Enfin, en gros, on parlait de jeter, mais c'est si vous utilisez vraiment quelque chose, par exemple euh, le produit vaisselle, finissez-le. Ça sert à rien de le jeter. On parlait vraiment des produits de type ménage qui sont souvent ils restent là pendant des années et puis au bout d'un moment on en a 10 à moitié finis et on sait pas pourquoi. Voilà, ça à jeter. Et puis après, on peut fabriquer son propre vinaigre, sa lessive, son savon à partir de produits végétaux. Mais à ce moment-là, ça demande encore une fois beaucoup plus d'engagement. Peut-être avant, Adrien, on refait une salle de questions. Je pensais faire la salle de questions avec les cosmétiques. Et puis. Si quelqu'un a vraiment quelque chose à dire sur la partie ménage, je propose quand même qu'on voit. Et puis sinon, on peut faire tout finir la salle de bain. Donc, je vais parler plutôt des cosmétiques. Oui, les hommes font ménage et les femmes se maquillent chez nous. Non. Donc, le premier sujet de la cosmétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que le plastique ne se trouve pas que dans le contenant, mais aussi dans le contenu. Et ça, c'est quand même un truc assez effarant. Les produits qu'on achète en supermarché contiennent du parabène et plein d'autres produits dérivés de l'industrie pétrochimique qui ont plein d'effets de faire sentir sur le moment vos cheveux plus lisses, votre peau plus douce, etc., etc. Mais forcément des impacts sur le long terme. Donc la première difficulté, c'est d'y comprendre quelque chose. Vous avez des sites comme INSEE pour essayer de comprendre un peu plus loin les produits, des applications comme Yuka. Et du coup, tout ça fait que c'est un peu difficile d'y comprendre quelque chose. Donc, le premier conseil à donner, c'est prendre le produit qui a le moins d'ingrédients, tout simplement, et avoir la capacité d'essayer un peu de comprendre ce que c'est, en sachant que si c'est en latin, ça veut dire que c'est d'origine naturelle et que si c'est en anglais, c'est d'origine manufacturée chimique. Après, la deuxième étape, donc, c'est d'avoir un shampoing solide, un savon solide à la place du gel douche, et de remplacer les lingettes ou les cotons-tiges par des auriculi, par exemple. Ça, c'est aussi très connu. Je fais une petite précision sur le shampoing solide. C'est très difficile de trouver celui qui vous convient. Souvent, il y a beaucoup de tests, malheureusement.
Une des choses auxquelles il faut faire gaffe, c'est qu'un peu toutes les marques s'y sont lancées et il faut essayer quand même de réduire la quantité de tensioactifs, qu'il y a dedans, parce qu'il y en a qui ont beaucoup de tensioactifs et autre aspect, c'est que quand vous avez, votre peau et vos cheveux qui sont habitués aux produits, avec du parabène en particulier, ça met un peu de temps à s'évacuer et donc les premiers shampoings et les premières fois, ben, on a vraiment l'impression que c'est sec, que c'est pas top, que c'est vraiment pourri, quoi. Donc voilà, faut le savoir. On peut atténuer ça en se lavant en faisant un rinçage au vinaigre de cidre. Voilà. Pareil, se laisser du temps et pas hésiter à essayer de poser des questions à des groupes, et des retours, d'avis pour voir ce qu'on peut faire parce que, ouais, le shampoing solide, c'est difficile de trouver. Puis l'étape d'après, c'est se débarrasser de l'inutile. Énorme, énorme, énorme travail, quand ça fait, enfin personnellement, moi, je vois pour moi 25 ans que j'entends, des pubs à la télé, me disant que j'ai besoin de 6 produits différents pour mes cheveux et 4 produits différents pour ma peau. Hem, c'est donc déconstruire ce discours marketing, c'est un travail, très long, et il faut savoir que, voilà, on aura toujours nos produits un peu doudous qui nous plaisent et bon, bah, ça sera pas parfait. Mais vraiment, cette idée de démultiplier le nombre de produits, vient d'un but de, nous faire consommer plus, dépasser la date de péremption et finir par les jeter à moitié plein. Heu et donc ça prend un peu de temps. Une des techniques que moi j'ai trouvées, c'est tout simplement de prendre une boîte et tous les produits que j'utilise pas au quotidien du tout, je les mets dedans et puis je me pose la question au bout de 6 mois, est-ce qu'il y en a un que j'ai été chercher, quoi? Donc il y en a un peut-être qui me servira exceptionnellement une fois tous les 6 mois. On se rend compte que, bah, il y en a beaucoup qu'on n'a pas été chercher. Donc soit on les rachète pas déjà et puis, après on peut finir par les jeter et donc trouver des alternatives à un. Donc là, j'ai mis quelques photos. Vous avez bon la brosse à dents, l'Amazona qui permet de changer juste la tête et il récupère, les éléments, de tête aussi. Juste aussi, vous avez la marque Amazon avec tous les types de produits qu'ils font. Donc ils font du déo, auriculi, dentifrice, moi je le trouve pas top, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses et c'est pas si cher, voilà. La marque du dessus du maquillage, c'est Zao, donc c'est une marque qui fabrique en France ou en Italie uniquement et qui fait l'immense majorité de leurs produits qui sont dans qui sont consi enfin pas consignés, mais c'est rechargeable. Donc en fait, vous rachetez, que la base de poudre dans un papier ou dans un carton, enfin vraiment fin, c'est vraiment, bon, par exemple, un peu plus cher, mais au final pas beaucoup plus qu'un truc comme Sephora. Au-dessus, vous avez Lush, très connu, c'est une des premières marques à s'être mise dans le zéro déchet. Je pense que c'est quand même, montrer l'importance de cette consommation. Alors c'est pas toujours parfait en termes de composition, mais c'est des cosmétiques, plutôt que de mettre une carte de fidélité, cette marque a été la première à dire: «Si vous nous rapportez des pots, si vous nous rapportez 5 pots, on vous en offre un». Donc je pense que, faut quand même reconnaître leur travail. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur, plein de, plein de choses aussi comme, des caisses, enregistreuses qui travaillent pas sous Apple ou Google ou des choses comme ça donc voilà. J'ai plus la présentation, c'est un écran noir. Je crois qu'après il y avait des lingettes démaquillantes et puis une marque, personnelle qui est, Bleu d'Argence, qui est une marque faite avec, de l'huile, essentielle de lavande en France, du village où mes grands-parents ont grandi. Et voilà, ça, il y en a plein de petites, comme ça et faut chercher sur les blogs de Made in France principalement pour trouver ce genre de choses. C'est beaucoup de recherche, c'est pour ça que ça prend du temps, mais ça vaut souvent le coup. Au-delà de ça, il y a la possibilité de fabriquer ses soins et son maquillage. Vous avez des sites pour l'acheter, mais sinon vous pouvez souvent faire à partir de bases assez simples, souvent de bases alimentaires, des œufs, du beurre de café et autres. Certains font de la couture pour faire leur propre coton. Et puis, je parle d'un dernier sujet qui peut paraître très féminin, mais j'aime bien en parler, dans un groupe mixte, c'est les protections périodiques, parce que ça touche la santé de tous, en fait. Donc vous avez souvent, je pense que les hommes qui sont là ont quand même, des sœurs, des femmes, des filles, et qui se soucient de leur santé. Et rappelons-nous que, les protections périodiques, on ne connaît pas leur composition et on ne connaît pas, les fabrications. Il y a du chlore dedans, entre autres. Donc c'est pour la santé et pour l'écologie. Il y a aujourd'hui plein d'alternatives qui sont économiques sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez des questions? Ah, j'ai freeze.
Voilà, donc on va refaire comme on a fait juste avant, avec une petite interaction d'une dizaine de minutes. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des questions, des retours d'expérience. Annette, tu avais levé la main à nouveau? Je crois qu'elle n'avait pas levé la main, c'était une erreur, donc peut-être. Non, non, je n'ai pas levé la main. On voit ma main ou pas maintenant? Non, non, Je ne là sais c'est pas. bon. Non, là, c'est bon. Oui. Non, j'ai oublié de. Non, non, c'est Bonjour, bon. Gabriel. Et Anouk, toi, tu avais relevé de la main? Oui, enfin moi c'est pas une question, mais du coup c'est un peu une remarque personnelle parce que du coup je suis un petit peu adepte zéro déchet aussi. Du coup j'en avais parlé à Adrien par rapport à la marque Lush. Pour moi c'est vraiment, faut vraiment faire attention parce que ok l'intention au début était bonne du fait de consommer en vrac tout ça, mais en fait ce qu'ils font c'est vraiment faire. Enfin, pour moi, c'est vraiment bon. Certes, c'est des produits véganes, donc c'est pas testé sur les animaux, donc ça c'est déjà pas mal. Après, au niveau de la composition, en fait, ils font pour moi semblant que ce soit naturel et local, tout ça, alors qu'en finalement, il n'y a pas vraiment de différence avec les autres marques comme L'Oréal. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment, faut faire attention. Et c'est comme Yves Rocher, c'est pareil, c'est du greenwashing que ça s'appelle. Et du coup, il faut faire attention à ça. Enfin, quand on essaye justement de réduire ces produits, enfin là, du coup, ça concerne surtout les cosmétiques. Mais quand on essaye de un peu plus se sensibiliser à ça, il faut faire attention avec ces arnaques-là parce qu'en fait, c'est vraiment à la mode d'acheter bio et naturel. Et du coup, les commerçants en profitent pour faire du marketing. Et donc, c'est horrible, mais il faut le savoir quoi, pour justement éviter de tomber dans le panneau. Quoi. Voilà. C'est très inégal comme marque, en effet. Et je dis, pour moi, c'est à mon avis plutôt surtout un bon accès. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'acheter des produits en supermarché, c'est un premier accès vers ça, une première réflexion de changer l'usage. Mais on va dire que c'est juste la première marche et qu'il y a un long escalier derrière. Est-ce que quelqu'un a une remarque, un conseil, un retour d'expérience, tout ça? Gabriel, we can hear you. Ok, no problem. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque? Il y a Loïc qui a levé sa main. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors moi j'ai, un retour d'expérience et une question pour, Adrien et Perrine. Alors, je vais commencer par le retour d'expérience parce que moi aussi, en fait, depuis le début d'année, je me suis dit: «Il faudrait quand même que j'essaye de réduire, mes déchets, surtout le plastique». Hem Je trouve que j'en ai encore pas mal, beaucoup trop. Mais j'ai commencé d'abord par, commencer à acheter local, donc plutôt des légumes, toutes les semaines. En fait, j'ai séquencé mes courses, je les fais systématiquement toutes les semaines, de manière à ce que, on va dire à la fin de la semaine, le week-end, il me reste plus grand chose. Et ce qui me pousse à refaire les courses pour la semaine, qui suit. Et je me suis donné une règle, c'est d'acheter le moins possible en supermarché. Donc, je fais les courses soit au marché le dimanche, soit quand j'ai pas le temps, je commande, à des ruches qui sont pas très loin de chez moi. Et la première chose que j'ai remarqué, en fait, c'est que contrairement à avant, maintenant, à la fin de la semaine, mon frigo, en fait, il est tout le temps vide. Alors qu'avant, j'avais tout le temps des choses qu'il fallait en fait,
Après, soit la date d'examen était proche ou c'était passé. Et là, en fait, j'en ai beaucoup moins. Par contre, ce que je n'arrive pas encore à faire, et là, c'était plutôt une question, c'est que, le côté, d'abord pour les cosmétiques et tout ça, effectivement, ça demande une connaissance, énorme et je pense beaucoup plus de travail pour, rechercher. Mais par contre, je me demandais comment vous faites pour tout ce qui est, par exemple, le cadeau? Lorsqu'on vous offre des choses, et cetera, comment vous faites pour, on va dire le gérer avec l'entourage? Hem, Alors c'est justement ce qu'on va parler dans la slide suivante. Enfin, ça fait un des choses qu'on va parler dans la slide suivante. Mais pour répondre un peu à ta question, c'est principalement de tenir au courant ses proches de la démarche qu'on fait et plutôt préférer et demander à plus avoir des cadeaux non matériels